Regardez-moi ces magnifiques framboises, variété Johanji. Des framboises d'automne qui produisent maintenant tout au long d'août et septembre. Et nous avons dû beaucoup arroser pour obtenir ce résultat. En fait, quand on n'arrose pas les framboises, comme celle-ci, qui sont un peu sur le bord, vous pouvez voir, je veux même cueillir celle-ci parce qu'elle est déjà... qu'elles sont beaucoup plus petites et d'un rouge plus foncé. Elles restent très bonnes, vraiment savoureuses. Mais l'arrosage est un thème important de cette vidéo. Je fais tout avec un seul robinet et un tuyau d'arrosage. J'ai l'autorisation en tant que maraîcher professionnel, même s'il y avait une interdiction d'utiliser les tuyaux d'arrosage, heureusement. Mais ça prend pas mal de temps. Mais avec la culture sans bêchage, on obtient vraiment une bien meilleure conservation de l'humidité. C'est un vrai miracle en fait. Comment les plantes ont poussé malgré la chaleur? Il va faire 33 degrés aujourd'hui, soit 91 Fahrenheit. 34 demain contre 30 hier. Ensuite, la chaleur va un peu diminuer, mais ça a aussi causé des problèmes. Et nous allons aussi regarder ça dans la vidéo. Les fruits d'été, eux, adorent cette chaleur, quand on peut arroser suffisamment. Donc c'est magnifique. Fraises des Alpes, que j'ai en fait cultivées à partir de graines. Je les ai semées en février dans la serre, puis plantées ici en avril, sous voile. Et elles ont bien donné, elles sont belles. Mais il faut longtemps pour les cueillir. Celles-ci sont un peu plus pratiques. La Marat des Bois est une ancienne variété fantastique pour la saveur. Le goût de ces fraises remontantes est phénoménal. Je suis vraiment impressionné. Et je les ai plantées il y a un peu plus d'un an, fin juillet de l'année dernière. Elles se sont simplement installées à l'automne et ont donné une première récolte en juin. Mais la récolte principale a lieu maintenant. Les courgettes produisent vraiment bien et elles sont vigoureuses. Je les cueille petites et je vends aussi les fleurs. Le restaurant va adorer ça. Et nous verrons dans une minute l'effet des racines d'arbres sur les courgettes. Ce jardin-ci, heureusement, il est bien ouvert et il n'y a pas ce genre de problème. Et ici, il y a une belle plante qui est l'oseille en écusson. Elle a eu une superbe poussée de croissance au printemps. Ces petites feuilles d'oseille sont absolument délicieuses. Et je les mets dans ma salade pour ajouter un peu de saveur. Ensuite, Adam les a fauchées jusqu'au sol parce qu'elles étaient toutes en fleurs, et c'est la seconde repousse après que nous ayons arrosé. Et pour les courges, je suis très sélectif dans l'arrosage. Donc dans ce carré ici, par exemple, vous voyez les plantes au milieu, les feuilles sont en train de mourir, et c'est parce qu'on ne les a pas arrosées, car c'est une variété précoce, de Chikikuri. Les rouges, vous pouvez voir quelques courges rouges là-bas. Je ne sais pas encore combien il y en a. Il n'y en aura pas autant qu'il y en aurait eu s'il avait plu. Mais les butternuts ici, je les ai arrosés parce qu'ils continuent de pousser beaucoup plus longtemps. Et certaines années, ça peut être un vrai problème parce qu'ils n'ont pas le temps de mûrir. Mais cette année, il va y avoir une récolte fantastique de belles courges qui se conservent longtemps. La plate-bande d'asperges a 14 ans. Et vous pouvez voir à quel point elle est abondante. Nous avons récolté jusqu'au solstice, donc ça ne fait qu'environ 7 semaines. Et donc, toute cette croissance s'est produite pendant ces 7 semaines. Et j'ai mis du compost sur toute la planche, pas seulement autour de chaque touffe. Et les racines s'étendent très loin quand elles mûrissent, comme ceci. Même dans cette planche de jeunes laitues, avec lesquelles je vais devoir être un peu prudent, en donnant un peu plus d'eau, peut-être même des deux côtés. Et ceci est de la laitue romaine, à cette extrémité. Elle a été plantée il y a une semaine. Et à l'autre bout, nous avons planté de très petits plants de Little Gem, qui se sont vraiment bien établis. Je trouve qu'en mettant de petits plants repiqués, cela fonctionne souvent mieux pour la laitue et la famille des laitues, mais nous allons voir dans un instant. Pour les brassicacées cette année, ça n'a pas marché à cause de la terrible altise. Ces haricots d'Espagne, malgré les conditions, produisent vraiment bien. Et je les récolte pas parce que je les garde pour la semence. Ils s'appellent SAR, C-Z-A-R. La variété qui donne de magnifiques haricots blancs au goût de haricots beurre. Comme les haricots de Lima, mais ce sont des haricots d'Espagne du genre Phaseolus. Donc c'est vraiment une excellente variété à cultiver, je trouve, dans notre climat. Et rien qu'en les regardant là, le long de la rangée, je peux voir qu'ils sont secs. On peut voir les feuilles qui s'enroulent légèrement et qui se tournent dans l'autre sens. Et c'est une façon pour les plantes de se protéger. Si elles n'ont pas assez d'humidité, mais il y aura assez d'humidité pour obtenir une récolte. Au moins. On leur donne un peu d'eau, mais je ne leur donne pas la priorité. La plupart de l'eau est destinée aux salades et aux nouvelles plantes. Et ce petit parterre ici, j'ai arrosé tous les jours, j'en donne un peu.
Donc c'est en petite quantité, mais souvent parce que ce parterre est plein de racines d'arbres. C'est pourquoi les courgettes sont beaucoup plus petites que les autres. Mais elles produisent quand même. Et les racines d'arbres viennent de ce pommier là-bas. Et aussi du sureau là-bas. Et ils absorbent continuellement l'humidité et les nutriments. Et vous pouvez voir qu'ils ne sont pas si proches. Donc c'est un facteur. Si votre jardin a de grands arbres, ou même des arbres de taille moyenne assez proches, ou une haute haie, ce n'est pas facile. En été, ce parterre produit en fait d'excellentes salades d'hiver parce que le sureau et le pommier perdent tous les deux leurs feuilles. Donc si ce sont des arbres à feuilles caduques, vous avez au moins cette option. Et avec ce temps, vous savez, c'est comme si on était presque en climat subtropical cette année. Et l'hiver devient une saison intéressante pour cultiver, même si, pour être honnête, on ne sait pas comment sera l'hiver. Le compostage avance à bon rythme. Mais il nous manque de l'herbe. Nous n'avons pas tondu l'herbe depuis environ 1 mois. En fait, nous avons eu 9 mm de pluie au cours des 50 derniers jours. Donc c'est vraiment une sécheresse. Compte tenu de cela, nous nous en sortons bien et la plupart des ingrédients ici sont des résidus de culture, comme des feuilles de tomates et des feuilles de concombre provenant de la serre tunnel, où je les taille. Du maïs doux qui a fini et qui est haché là-dedans. Et ce tas n'a que 4 jours. Donc la température n'est pas encore montée, c'est à peu près la température ambiante, après 4 jours de nettoyage, y compris des soucis et d'autres choses. Alors que ce tas, vous pouvez voir les dates là-haut, il a commencé le 29 juin et c'est terminé le 7 août. Donc c'est un peu moins de 6 semaines. Et la température atteint bien 50 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour tuer les graines de mauvaises herbes. On n'a pas besoin de chaleur pour tuer les racines des mauvaises herbes. Et si je creuse un peu là-dedans, c'est un mélange un peu sec et humide. C'est pour ça que nous, oui, tu peux voir la vapeur, c'est assez chaud, mais ça a l'air bien pour. Pour rester là pendant environ 6 à 8 semaines, comme celui-là est encore en maturation. Et puis il y avait un tas ici, qui, encore une fois, d'après les dates, a été commencé le 6 avril, terminé le 1er juin. Donc la date moyenne est mai. Retourné ici de là à là le 5 août. Vous pouvez voir ça sur mon profil Instagram, en fait, ce retournement a accéléré le processus. Et donc ce tas n'a pas beaucoup plus de 3 mois, disons, 3 mois et demi. Et surtout après le retournement, ça mélange un peu tout. Si je peux sortir de mon ombre. Vous pouvez voir là un très beau compost que vous pourriez utiliser à ce stade. Si vous en aviez vraiment besoin et que vous n'en aviez pas d'autre. Mais nous n'en avons pas besoin pour le moment. En général, je pense qu'il faut l'utiliser lorsqu'il a entre 6 et 8 mois en moyenne. Mais c'est une question très ouverte. Il y a des espaces nus qui apparaissent tout le temps à mesure que les récoltes se terminent. Donc ici, c'était du maïs doux, et normalement, la récolte du maïs doux battrait son plein en ce moment. Début à la mi-août. Mais cette année, c'est déjà terminé. Ceux-ci sont déjà finis. Ils sont tous partis sur le tas de compost, ce qui est super, et nous allons planter du brocoli pour l'hiver. Je vais vous montrer les plants dans 1 minute. Je les ai fait pousser en gros plants à cause des altises. Et c'est vraiment une comparaison magnifique, toujours intéressante, entre la culture sans bêchage, qui est la plus proche de la caméra, donc cette planche, non perturbée, du compost en surface, sur 2 à 3 cm, soit environ 1 pouce ou plus. Et ça, c'est généralement en décembre, et en même temps que l'épandage du compost là-bas. Cette planche est bêchée, et le compost va dans la tranchée, donc la surface du sol est très différente. Ici, il y a de la terre au-dessus, là-bas, il y a du compost au-dessus. Et on constate qu'en arrosant, cette planche absorbe l'eau beaucoup plus facilement et rapidement. Alors que sur la planche bêchée, l'eau a tendance à battre le sol et à ruisseler en surface. Et en regardant les cultures ici, on peut voir qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de différence entre les haricots et les betteraves. Bien que nous ayons eu beaucoup plus de choux-raves sur la planche sans bêchage, ce sont tous des deuxièmes plantations. Donc ce céleri rave, par exemple, a été planté entre les épinards fin avril, et on peut voir une différence assez marquée entre le céleri rave sur la planche sans bêchage et celle bêchée. Et c'est la même histoire pour ces chicorées, pour les radicchios, qui ont été plantés il y a 2 semaines et demie, bien établis ici et moins bien là-bas, et je pense que cela est lié à la rétention d'humidité. Cela dit, les choux kale, du moins sur la planche bêchée, semblent légèrement plus grands que ceux de la planche sans bêchage.
mais ils sont tous défigurés en ce moment. Toutes les brassicacées que j'avais. Ce sont les altises et c'est ce qui colle à ces pièges. Tout ça, ce sont toutes des altises qui ont été piégées ici. Et ça, c'est juste pour cette fois-ci. Hier, on a mis ce piège-là. Il y en a tellement cette année, et je le sais grâce à vos retours, que je suis toujours heureux de recevoir de beaucoup d'entre vous. Même problème. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis pas trop sûr. Ça n'a jamais continué comme ça en août auparavant. Eh bien, ici, vous pouvez voir les poireaux à nouveau. Je pense que c'est encore lié à l'humidité. Plus fort sur la culture sans labour, les panais. Plus fort sur la culture sans labour et les concombres. Les plants de concombres ont l'air un peu plus petits ici, mais c'est parce qu'ils ont survécu. J'ai planté 2 concombres dans chaque planche entre les betteraves, fin mai. Nous avions alors un temps magnifique. Mais il a ensuite fait froid début juin, et les concombres dans la planche travaillée sont morts. Et donc j'ai replanté au moment du solstice, avec 2 plants qui me restaient dans la serre, et ils ont beaucoup mieux prospéré. Ceux-ci ont un peu peiné. Je voulais juste vous montrer la récolte. Concombre Ladiva récoltés. Regardez-moi ça. Ce sont vraiment de délicieux concombres de plein air, comme on les appelle. Et une récolte régulière grâce au temps chaud. Et c'est pas tout. C'est la deuxième plantation ici, après la betterave. Nous avons déjà récolté environ 3 kilos de betteraves là-bas. Et regarde ce qu'on met ici. Il y a 2 semaines, nous avons repiqué du fenouil. Donc c'est du fenouil bulbeux, variété rondeau, pour une récolte en octobre. Et j'ai constaté que cela peut très bien s'établir pendant que le concombre continue de pousser autour. Donc ce principe de superposition des plantes, je l'explique dans mon livre Grow Together. Si cela vous intéresse, allez y jeter un œil car cela permet vraiment d'allonger la saison de culture et vous offre beaucoup plus de possibilités pour cultiver davantage dans un petit espace. Ici, c'était du céleri et je pensais que nous réussirions avec ces plants de brassicacées qui venaient de pots légèrement plus grands que le module. Et non, eux aussi se font attaquer, même s'ils ont une protection. Ah. J'ai quelques pots de rechange, donc j'espère juste que assez vont survivre et on remplacera ceux qui sont vraiment abîmés. C'est ce que j'ai utilisé en fait. C'est juste un aspirateur. Heidi, qui était ici, a eu l'idée. Elle l'avait vu sur Instagram pour aspirer les altises. On a essayé hier et on en a attrapé beaucoup, mais elles sont toujours là. Ce sont les pots dans lesquels on plantait des choux de cette taille. Tu sais, ça aurait dû marcher. Tu sais, un système racinaire vraiment solide. Ça, par exemple, c'est Goldmaker. Mais tu vois, il y a un peu de puce de terre ici. J'ai un autre piège là-bas. Et je trouve que ça marche. Les plantes sont beaucoup plus matures et vigoureuses. Encore un très bon système racinaire. Je pense qu'elles sont un peu trop mouillées. En fait, j'utilise ce plateau du bas juste pour les garder bien humides. Mais les brassicacées sont des plantes robustes et ça ne leur fera pas de mal de rester là encore 10 jours. Elles deviennent même un peu violettes. Et d'après mon expérience précédente, oui, ça marche. Donc elles pourront bientôt aller dans cette plate-bande de maïs doux. Et en fait, tant qu'on est là, je pourrais mentionner les piments padrones qui sont juste derrière eux. Parce que j'adore les padrones pour leur variabilité. Comme on le sait, quand on mange un piment padrone, la plupart du temps ils sont doux, et puis parfois on tombe sur un vraiment piquant. Et cette année, on n'en a pas eu un seul piquant. Je ne sais pas ce qui se passe. Je me demande si vous en avez eu, si vous en cultivez. Mais ceux-là viennent de plants du père de Sam. Et il en cultive une quarantaine. Il les adore. Et il a dit qu'il n'y en a pas eu de piquant non plus, donc je ne sais pas si c'était la graine qu'il a semée. Oui, des pastèques. Regardez-moi ces beautés ici. Donc ça vient de 2 plants de pastèques dont je ne me souviens plus des noms, mais je les mettrai dans la description. On commence à voir. Soudainement, elles poussent beaucoup et on pense qu'il ne se passe rien. Puis tout à coup, on voit tous ces fruits et il y a un vrai monstre là. Et ici aussi, nous avons des melons qui poussent sur des pousses latérales à partir de ce plan ici, qui a envoyé des melons dans toutes les directions. Il y en a pas mal et c'est Hogan. C'est un melon à pollinisation libre que j'aime vraiment parce qu'il mûrit à différents stades. Et on en a déjà eu 2 assez gros sur celui-ci. Ceux-ci sont même encore plus gros que les premiers. Et juste ici, vous pouvez voir un bel effet d'ensemble. Pastèque avec melon.
Et de ce melon Ogon est mûr, il n'y a pas d'urgence à le récolter. Mais en fait, je vais le couper demain. Vous pouvez voir une légère fissuration ici et l'incroyable changement de couleur du vert au jaune. Et c'est vraiment incroyable en ce moment. Alors que pour les tomates, vous ne voyez pas beaucoup de fruits mûrs ici, parce qu'on les cueille principalement au stade de début de maturation. Ce qui veut dire, comme ceci, celle-ci aurait même pu être cueillie hier. Et avec ça, c'est la variété Orange Wellington. Sur ces plants, j'enlève encore les pousses latérales, comme celle qu'on a ratée. En fait, regarde ça, c'est une pousse latérale. Et la tige principale au-dessus a une autre petite pousse latérale là. Et ce que je vais faire probablement dans une semaine, c'est pincer la tête. Ce qui ressemble à une pousse latérale, mais c'est le point principal de croissance. Si tu enlèves ça, la plante arrête alors de pousser vers le haut, elle s'étoffe un peu, mais ensuite elle produira plus de pousses latérales. Il faut continuer à les enlever. Mais ce que ça signifie, c'est que les fruits qui sont sur la plante reçoivent toute l'énergie de la plante pour finir de pousser et mûrir, avant octobre. Et octobre, ça paraît loin. On est en plein été, mais en fait, octobre n'est plus si loin maintenant, à partir de la mi-août et en avançant vers septembre. J'ai toujours remarqué que la croissance et la maturation des tomates ralentissent vraiment chaque jour. Donc c'est quelque chose à garder en tête. Selon l'endroit où vous êtes, selon le climat. Par exemple, j'ai déjà étêté mes tomates de plein air. Je veux vous montrer rapidement le tunnel plastique, parce que les concombres là-dedans ont été en fait meilleurs que ce que j'aurais espéré. Avec ce temps, c'est pas facile pour les concombres, j'ai vraiment eu des problèmes en juin avec les extrémités qui brûlaient à cause de la chaleur incroyable, mais un arrosage régulier leur a permis de continuer à pousser. Pour la plupart. Vous pouvez voir les tiges incroyablement longues et la fructification continue. J'enlève chaque sac de fruits et plus loin, vous voyez surtout des tomates. Le nom m'échappe. Sakura. Les tomates cerises et aussi quelques objectifs. Et il y a beaucoup de grosses tomates là-bas que, encore une fois, nous cueillons assez immatures. Et ici aussi, la serre-tunnel est bonne pour la récolte de graines. Et je me demande combien d'entre vous reconnaissent cette plante. C'est de la frisée. Variété Walloon qui est fantastique en hiver. Et il y a j'ai laissé 2 plantes là-bas monter en graines et les graines sont ici. Je ne vais pas vraiment entrer dans les détails, ça pourrait être une autre petite vidéo courte en fait. Pour sortir les graines de là, c'est pas évident en fait. Mais on aura facilement assez de graines pour ce dont on a besoin pour l'hiver. Et il y a une autre plante qui s'est ressemée toute seule ici, c'est l'amarante. J'ai pas semé ces amarantes, pas consciemment. Elles sont soudainement apparues. Il y en a 2 le long du tunnel. C'est tout simplement merveilleux, cette couleur éclatante dans le jardin. Et de même, la laitue, en fait, je trouve que la laitue est très décorative. C'est Clasio là-bas. Les feuilles légèrement pointues et nous cueillons les feuilles extérieures. Comme vous pouvez le voir, les plantes à droite près de la maison sont un peu plus petites. C'est parce qu'on les a cueillies hier et celles-ci aussi ont été cueillies hier. C'est Saragossa et je trouve que c'est une laitue d'été exceptionnelle. Pour résister à la chaleur et continuer à pousser sans monter en graines. Donc celles-ci sont en terre depuis le 20 juin, en fait, presque 2 mois. Et on arrose au moins tous les 2 jours. Je donne aussi beaucoup d'eau aux haricots verts maintenant. Je les ai pas arrosés jusqu'à ce qu'ils fleurissent, parce que ils peuvent bien démarrer comme ça et développer leurs racines, mais maintenant qu'ils produisent, celui-ci est beau, c'est Cube Blue. Ouais, maintenant, ils produisent. Ils ont besoin de toute l'humidité possible pour continuer à pousser. Je veux qu'ils continuent à pousser, qu'ils aient plus de fleurs, plus de fruits, pendant assez longtemps. Et ça, ceux-ci ont été merveilleux, c'est Kentucky Wonder. C'est en fait probablement la meilleure variété cette année. Vous pouvez voir à quel point les feuilles sont luxuriantes. Et comme hier matin, Sam ramassait celle-ci et je lui ai dit « Laisse juste le tuyau couler au pied de chaque tipi pendant que tu les cueilles ». C'est une façon de gagner du temps. Donc on cherche à faire tout ce genre de choses avec l'arrosage, mais il faut juste continuer à amener de l'eau, sinon ces plantes ne vont plus pousser. Mais celles-ci ont été cueillies juste hier. On ne les cueille pas trop petites, mais on va les cueillir de nouveau demain. En fait,
Non, elles ont été cueillies lundi, désolé, il y a 2 jours. Mais oui, il y a plein de fruits en ce moment, fantastique. Et puis, nous avons un événement dramatique ici qui est l'Altis. Oui. C'était un piège collant que j'ai installé il y a environ 5 jours, qui est complètement couvert comme vous pouvez le voir. Donc on en a remis de nouveau hier, et ça c'est juste depuis hier. Et en regardant ces plantes, il y en a en fait pas autant qu'il y en a eu. Si je touche juste ça, je sais pas si vous l'avez vu, mais il saute les petites choses noires brillantes comme ça. Et on a passé l'aspirateur ici hier, on en a attrapé beaucoup et on les a mis dans de l'eau bouillante. Mais je vais essayer de les aspirer à nouveau. Je veux juste aider ces plantes à s'en sortir. Quand on voit que les feuilles du centre ou du cœur sont principalement vertes et pas trop grignotées, les plantes tiennent encore le coup et ont une chance de survivre. Nous arrosons celles-ci environ tous les 3 jours et je pense qu'elles vont s'en sortir, elles ont une taille suffisante. Ça devrait être une année normale. Normalement, les altises arrêtent de manger début août. Cette année, c'est pas le cas. Le temps continue comme ça, on verra bien. C'est du nouveau pour moi. Les tomates de plein air ont, à cause du temps, été fantastiques. Normalement, on a un peu de mal dans ce climat. On est à 51 degrés nord, ici. C'est pas subtropical, normalement. Et j'ai déjà pincé les têtes, comme vous pouvez le voir là. Donc il n'y a plus de point de croissance. Mais il y a un gourmand, donc il faut juste l'enlever. Ces petits clips sont vraiment bien en fait. On me les a envoyés de Turquie. Je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Et il faut juste suivre la croissance et continuer à tailler. Ce sont toutes des variétés de tomates à écraser, de différents types, résistantes au mildiou, mais cette année, ça compte pas vraiment. Les tournesols ont été magnifiques, ils sont tous légèrement différents en apparence et en croissance. Mais presque tous, sauf les pourpres, les orangés, proviennent du même lot de graines. Et ce sont des graines récoltées au jardin, que j'ai fait polliniser de façon croisée parce que je cultive plusieurs variétés. Donc je garde juste une plante chaque année pour les graines, mais je sais qu'elle aura été pollinisée de façon croisée. Nicolas me fait signe comme ça. J'essaie de me souvenir. Ouais. Merci Nicolas. Elle a dit qu'elle avait remarqué ça en train de se balader. Regarde ce beau fruit. C'est une reine Claude dorée ou une prune dorée. En fait, est-ce que je peux, juste pour être précis, Golden Transparent, c'est le nom, et j'en ai jamais mangé un. Oh. C'est la première, c'est un arbre fruitier de 2 ans. Oui, je sais que je ne suis pas censé manger devant la caméra, mais parfois je fais une exception. C'est délicieux. Il a fallu 2 ans de croissance pour une seule prune. Et en fait, les pommes, je veux dire, regarde ça. Elles sont soit en train de pourrir sur l'arbre. Il y en a une autre aussi, la pourriture brune, où elles ne poussent pas beaucoup, où elles ont le carpocaps, c'est ça. Même si j'ai un piège là-bas pour le carpocaps, ce ne sera pas une année exceptionnelle pour les pommes. Donc j'ai arrosé celle-ci, celle-là pas beaucoup. Celle que j'ai favorisée, c'est cet arbre-là, qui en fait se porte toujours très bien. Et vous pouvez voir qu'il a de beaux fruits. Il a quand même besoin de plus d'eau pour que ses fruits grossissent un peu. Et sur ce thème de l'eau, il se passe quelque chose de vraiment intéressant ici. C'est que si vous regardez le long de ce parterre de bêtes, vous pouvez voir que la rangée de gauche, la plus proche du chemin, est nettement plus grande que les bêtes au milieu. Et ce que je remarque, c'est que la laitue et l'endive dans le parterre à côté des bêtes sur la gauche sont beaucoup plus petites. Celles qui sont plus proches des bêtes se font prendre l'eau. Enfin, pas littéralement, mais les bêtes accaparent l'eau avant elles. Donc ça montre simplement jusqu'où les racines des plantes peuvent aller quand tout est en jeu et qu'elles ont besoin d'humidité. Et vous pourriez parfois observer cet effet dans votre jardin. La bêta-carde est une plante assez gourmande. Et l'autre chose en fait qui se passe ici, c'est que ces radicchio sont un peu plus petites juste là par rapport à un peu plus loin. Et cela vient de l'arbre derrière nous. Ce cerisier sauvage que j'ai remarqué hier, il commence en fait à avoir un aspect automnal. Et on constate cela maintenant avec pas mal d'arbres. Pas les chênes ni les frênes, mais
Plutôt des arbres d'ornement comme cela. Il manque tout simplement d'eau. Dans les tunnels, j'arrose certainement plus qu'à l'extérieur. En ce moment, c'est tous les 2 jours. Et souvent ici, j'apporte un tuyau. J'ai pas de système d'arrosage automatique, mais j'apporte le tuyau pendant que je m'occupe des plantes, que je fais ce genre de choses. Je cherche même ce qui a besoin d'un couteau. Les pousses latérales qui s'échappent. Vous savez, j'ai vu des pousses ici il y a 2 jours et j'ai juste raté celle-là. Donc ce plan de Sun Gold là-bas a bien donné. Et en fait, une autre chose que je fais, c'est d'enlever avec mon couteau toutes les grappes qui sont en train de finir. Celle-là n'a que 2 fruits, je les cueillerai plus tard. Et ça permet de garder la tige propre, donc tu peux la déposer au sol plus facilement. Et l'aubergine là-bas, c'est une variété appelée Long Purple, qui a été étonnamment productive alors qu'elle n'a jamais l'air très abondante. Mais je continue à récolter quand elles sont un peu plus grosses que ça. Juste des aubergines de taille moyenne, longues et magnifiques. Le temps a été idéal pour elles. Moi, personnellement, j'ai vraiment aimé ce temps. Tu sais, je préfère largement le soleil chaud ou la chaleur plutôt que les nuages gris et la pluie qu'on peut avoir. Et c'est juste un peu compliqué pour ces plantes-là là-bas. Ce parterre était de la roquette sauvage, on a laissé le sol vraiment sec. On a dû beaucoup arroser avant de planter, puis repiquer ces petits plants de chicorée pour le radicchio, que j'espère récolter assez tard, même jusqu'en novembre. Une plante à salade fantastique à ce moment-là. Toute la famille des laitues, chicorée, endive. Les laitues sont tellement plus faciles en ce moment que les brassicacées parce qu'elles n'attrapent pas de haltise. Oui, la rhubarbe. Cela m'a surpris parce que la rhubarbe aime l'humidité et regardez comme elle pousse, elle est encore vraiment vigoureuse. Donc ça n'a pas du tout été récolté jusqu'au milieu de l'automne. D'ici octobre ou fin octobre, il n'y aura plus rien là. Elles pourrissent et ensuite ça reprend vie en janvier en fait. Ces brassicacées, vous pouvez voir qu'elles survivent. Je dirais qu'elles survivent, mais ne prospèrent pas, surtout dans ce parterre. Ce sont des choux-fleurs d'automne Navona, Romanesco, qui ont été plantés il y a seulement 10 jours, sous forme de gros plants, provenant de pots de 9 cm. Et nous avons arrosé tous les 2 ou 3 jours, juste pour les maintenir en vie, vraiment. Mais ça a l'air d'aller. Et celle-ci pousse même mieux, et c'est du brocoli à jet blanc. Il y a Burbank et White Eye, et ils font de belles pousses si tout va bien, surtout en février et mars. Et regarde ça. Je n'en revenais pas. J'étais ici hier soir et, mon Dieu, c'est un blaireau. Donc enfin, je me considère chanceux en fait parce que j'ai déjà récolté beaucoup de maïs d'ici. Mais regarde comment ils abîment vraiment les plantes quand ils cherchent de la nourriture. Et tu peux voir, ces épis avaient en fait beaucoup plus de jaune hier soir qu'ils n'en ont ce matin. Donc il est revenu pour essayer encore une fois. Parce que hier soir, juste avant de coucher du soleil, j'ai récolté tout ce qui restait. Donc c'est en sécurité dans la remise. Une variété super sucrée, donc elles gardent leur douceur après la récolte, heureusement. Et maintenant, je dois ranger. En fait, tout cela ira au compost. C'est un matériau précieux pour le compostage. Je ne peux pas empêcher le blaireau d'entrer. Vous savez, ce sont de gros animaux. Il faut juste espérer. Et cette année, j'ai surtout eu de la chance. Il y a même des plantes là-dessous, croyez-le ou non. Et ça, c'est encore du fenouil. Vous pouvez voir qu'elles ont l'air un peu écrasées par le voile, mais en fait, à part si un blaireau a marché dessus, elles iront bien. Il suffit de continuer à les arroser un peu, et cette chicorée tout au bout, et elle aussi a été superbe. Combinaison de poireaux et de céleri rave. Et nous venons juste de commencer à récolter les poireaux. Ils auront tous disparu d'ici environ 2 semaines. Et ensuite, le céleri rave a plus d'espace pour terminer sa croissance incroyable. Ce qui arrive souvent en septembre et en octobre avec le céleri rave. Donc si votre céleri rave semble encore petit, ne vous inquiétez pas. Il a encore beaucoup de temps pour vraiment se développer. Il y a 2 types de courges ici. Je les appelle des courges. Certaines personnes les appellent des citrouilles, mais techniquement parlant, comme la courge butternut et la courge courrier, mais on pourrait dire que ceci est une citrouille. Et ce n'est peut-être pas idéal à manger, mais c'est une variété qui a été sélectionnée pour avoir des graines de courge sans coque. Donc des graines vertes que vous pouvez manger sans les décortiquer,
Elles viennent de Suède, Marpa Arsène. Je mettrai aussi son lien dans la description. Et les courges butternut ont été incroyables. Et comme elles continuent de pousser, j'ai arrêté d'arroser celles pour les graines, mais je continue d'arroser les butternuts. Et je n'arrose pas les courges crème prince. Donc vous pouvez voir comment les feuilles commencent à mourir, vous pouvez commencer à voir les fruits. Je pense qu'il n'y en a que 2 par plante, si c'est vraiment le cas. Eh bien on verra. Quand je ferai le compte, il y en a environ 30. 35 plants de courges en tout. Et ici, nous avons encore une catastrophe de puces de terre. Regardez-moi ça. Malgré le voile de protection, C'est du chou rave qui, je pensais, allait marcher. Tu sais, à cause de la période de l'année, on les a plantés il y a environ 8 jours. Ravagés par les altises et il n'y a presque plus de feuilles vertes, même si on a arrosé. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de chou rave cet automne, mais je vais planter de la laitue à la place. Il y a toujours des possibilités. Par exemple, tu as encore des épinards. Les épinards et les navets peuvent encore pousser cet automne. Ceux-ci ont été plantés. Seulement un peu avant les grandes, enfin les petites plutôt, et tu peux voir comment elles survivent. Encore une fois, mais elles ne prospèrent pas. C'est du brocoli rouge pour le printemps. Et le chou, ici, ils ont été plantés il y a 2 mois et demi, comme de petites plantes, et il n'y avait pas autant de pression de la part des altises à ce moment-là. Et vous pouvez voir qu'ils ont l'air plutôt bien, je vais les récolter très bientôt. C'est Stonehead, juste pour avoir un beau cœur. La plupart des dégâts se trouvent sur les feuilles extérieures. Et ici, je voulais vous montrer ce qui peut arriver avec la chicorée. Normalement, cela ne devrait pas arriver aussi souvent. Mais je vois que cette plante ne produira pas de chicorée parce qu'elle commence à fleurir. Elle monte en graines en fait. Donc il y a une hampe florale là-dedans. Oui, voilà, c'est juste le stade initial d'une tige florale avec une fleur qui va apparaître. Si tu vois ça, c'est fini. Si tu attends une maturation, tu pourrais manger ça. Mais j'espérais avoir un gros radicchio et je pense que la plupart seront encore bons. Et on les arrose environ 2 fois par semaine. Et aussi, les endives sont magnifiques et ce n'est pas seulement grâce à l'arrosage. Vous pouvez voir comment on utilise juste un tuyau pour mettre de l'eau là-bas. Un vrai fourré de feuilles, fantastique. Et celles qui sont beaucoup plus petites, un peu plus haut, c'est parce qu'on les a cueillies hier matin. On enlève toutes les feuilles extérieures, et on utilise les plus belles en jetant pas mal des feuilles du bas. Et elles sont un peu plus amères, pas aussi douces que la laitue. Mais la raison pour laquelle je cultive beaucoup d'endives à cette période de l'année, c'est celle-ci. Ces laitues romaines ici, regardez ce qui est arrivé à celle du milieu. Elles sont toutes en train de mourir et sont pratiquement finies. C'est causé par le puceron des racines de la laitue, qu'on a en fait beaucoup ici en août, donc ça m'étonne pas de le voir, mais c'est spectaculaire cette année à cause de la météo. Ce qui veut dire qu'ils mangent souvent les racines de la laitue en août. Et vous ne le remarquez peut-être pas s'il pleut tout le temps. Mais cette année, on le remarque. Cela dit, certaines laitues survivent, en particulier le type Batavia, comme vous pouvez le voir là. Maravilla di Verona, Tessan et Saragossa, Farin. Ce sont tous des variétés de type Batavia, avec de belles feuilles rondes et bronzées. Et elles continuent de produire. Et d'après mon expérience jusqu'à présent, elles ne sont pas tellement affectées par le puceron des racines. Mais il faut juste continuer à arroser. Et j'arrose même, ou dans ce cas, ces fleurs profitent de l'eau donnée à l'endive. C'est le Benares Giant Purple Zinnia que j'ai semé à la mi-avril. Et elle adore ces conditions tant qu'elle a un peu d'eau aux racines. Et c'est vraiment une excellente fleur pour les potagers. Elle a un peu de hauteur, une couleur vive. J'aime bien les tournesols en fait. Ouais, j'adore les plantes qui ont un peu plus de hauteur. Mais ce qui ne marche pas aussi bien, ce sont ces dahlias. C'était une expérience. J'en ai fait pousser à partir de graines, donc ceux-ci sont tous issus de semences conservées sur place. Et vous pouvez voir que ce ne sont pas des fleurs très remarquables, mais elles sont très appréciées par les insectes. Donc c'est un avantage pour eux. Mais elles consomment pas mal d'eau pour un effet assez limité. Et enfin, je veux vous montrer la pyramide. Et plusieurs d'entre vous ont demandé
Peut-on avoir une vidéo sur la pyramide? Et j'en ferai une plus complète à l'automne, mais je peux simplement vous montrer maintenant comment ça pousse ici. Je commence à être assez impressionné. Au début, la croissance était lente, et c'est parce que ce sol est cultivé sans travail du sol, et c'était un pâturage envahi par les mauvaises herbes jusqu'en avril. Et puis Adam a mis du carton épais ici, en fait 2 couches, et nous étions à court de bon compost. Nous avons dû utiliser pas mal de PAS 100, le compost chaud de déchets verts. Et il est encore en train de se décomposer un peu, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les plantes ont mis du temps à démarrer, mais vous pouvez voir qu'elles poussent maintenant. Même si je commence à manquer de place en haut, je vais bientôt les pincer. Et ici, j'utilise du fil de cuivre, par exemple. Donc pour cette pyramide, il ne faut aucun métal pour obtenir l'effet pyramide, quel qu'il soit. Ouais, c'est assez bien documenté en fait. On peut trouver beaucoup de choses intéressantes sur Internet à propos des pyramides et de leurs résultats étonnants, y compris dans le domaine médical. Mais je pense que peu de gens les utilisent comme serre. C'est donc cela qui m'a intrigué, voir quelle différence cela pourrait faire dans la croissance des plantes. Et il a fallu beaucoup de temps pour construire cette pyramide. C'était pas simple. Et tu vois, Thomas, le menuisier, a fait un excellent travail, notamment avec ses fenêtres. Tu vois, c'est impressionnant. Comment est-ce que je fabrique un loquet de fenêtre? Et tout est en bois, avec un seul clou en cuivre qui maintient ce morceau de bois-là. Et la ventilation a été bonne en fait. 2 fenêtres latérales et la porte principale. C'est pas immense, hein, ça fait 5 mètres sur 5. Il fait pas trop chaud ici. Et les tomates, eh bien, elles adorent ça. Donc vous savez, je suis optimiste. Nous reviendrons fin septembre, début octobre, pour revoir tout ça. Et venez à ma journée portes ouvertes si cela vous convient. C'est le 6 septembre. Et n'oubliez pas, la journée sans bêchage est le 3 novembre.